et à plein de facteurs qui font et qui créent la marque OQ à la fin. Et s'appuyer là-dessus pour structurer son funnel en pensant que c'est la meilleure pratique possible, c'est complètement faux. On accompagne encore Dratis, MyVariation, We Are Circles qui est une marque de compléments alimentaires. On est passé sur Sister Republic sur les culottes menstruelles. On connaît à peu près toutes les niches. C'est une première phase de frustration de se dire je perds de la marge de manœuvre avec le temps sur mes campagnes publicitaires, il faut que je me remette en question et que je change des choses. C'est plus facile de faire en sorte qu'un utilisateur convaincu dépense plus plutôt que de convaincre une audience qui était plus réticente. Ne pas faire de test est une erreur et tout implémenter d'un coup en est une très grosse. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Les erreurs à ne pas faire en 2025 en CRO. On a un expert avec nous aujourd'hui, Thomas Giraud, le fondateur de The Deployer. Est-ce que Thomas, on peut rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour, chère audience. Je m'appelle Thomas. Plaisir d'être reçu sur ce plateau. Merci pour l'invite. En quelques mots, je bosse sur du e-commerce depuis 5 années, je pense, maintenant. J'ai un cœur de métier technique. À la base, j'ai fait 42. Et donc, c'est un Est-ce peu que tu peux expliquer ce qu'est 42? Moi, je sais ce qu'est 42, mais je pense que ça vaut une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, c'est en gros, pour moi, c'était l'école de la dernière chance et pour beaucoup, ça l'a été aussi. Et globalement, c'est une école qui te forme ou dans laquelle qui te forme ou dans laquelle tu te formes tout seul aussi à devenir dev, à apprendre à coder. Et donc, une fois que tu sais coder, en vrai, tu peux devenir ce que tu veux et qui tu veux. Les vraies choses qu'on a appris, c'est vraiment à se démerder par soi-même, à apprendre, à solliciter les autres quand on en a besoin et à évoluer en communauté. Parce que c'est une école qui n'a pas de prof, pas d'horaire, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans laquelle on apprend sur une pédagogie par projet. Et donc, on a un objectif à réaliser, 1000 manières de l'atteindre. À toi de choisir celle qui t'est propre en fonction de tes propres recherches et d'être capable de l'expliquer. Et si c'est le cas, tu peux avancer. Trop bien. C'est une école qui a été créée par Xavier Niel, c'est ça? Exact. En partie. Yes. Ouais. Et c'est 42 parce que c'est 42 projets à réaliser pour avoir son diplôme entre guillemets à la fin. Parce que c'est la réponse de la vie, l'univers et tout ce qui est autour. Ok, ça sort de mon champ de compétences. Là. Il faut que tu checkes le guide du voyageur intergalactique, qui est un film et qui est surtout un livre. Et toutes les refs de 42 sont issues de ce livre. Et c'est pas pour rien. Il y a plein de refs. Et quand tu tapes même 42 sur Wikipédia, tu verras. Je pense même que si tu tapes 42, tu trouveras direct. 42 est la réponse à la vie. À l'univers, qu'une machine dans le guide intergalactique a mis des années et des millions d'années à calculer. Et donc voilà. Et donc toutes les refs, tous les mots, tous les termes, toutes les salles ou les trucs dans le genre ont des refs un peu geekos liés à ce bouquin ou ce film. Et il y a 21 niveaux. Ok, 21 niveaux. Donc la moitié de 42. Voilà. C'est un peu lié. Et c'est pour ça que je te dis que Xavier Niel est en partie fondateur, puisque Nicolas Sodirac en est un des 4 autres. Et 42 est vachement basé sur le modèle d'Epitech à la base.
en ajoutant une pierre supplémentaire un petit peu plus déconnectée, on va dire, du milieu académique. Ok, très clair. Top. Donc toi, tu as fondé The Deployer il y a 5 ans, c'est ça? Ou tu as En vrai, commencé à bosser dans l'e-commerce il y a 5 ans? non, j'ai créé une première boîte quand j'étais à 42. Ça m'a un peu tombé sur la tronche. C'était un modèle d'agence. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai découvert tout ça au fur et à mesure. Et à 42, j'ai découvert que j'entreprendrais ou je créerais des projets toute ma life. Et du coup, en fin de parcours, alors je peux aller au bout des niveaux, des trucs dans le genre, mais c'est un autre sujet. Quand j'ai décidé de terminer 42, je me suis direct barré à Malte et j'ai commencé feuille blanche. Je me suis créé mon environnement de travail à moi. J'ai sociabilisé avec personne pendant 6 mois et j'ai commencé à gratter un petit peu, chercher ce que je voulais faire. J'ai commencé à faire de la formation en ligne et à créer du contenu direct. Parce que j'avais appris plein de trucs à 42, notamment sur le milieu technique. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient des e-commerçants à l'ère du dropshipping. Et je me suis intéressé à ce domaine. Et c'est vrai que en ajoutant Shopify à la fin de mes vidéos, je me suis retrouvé tout seul en fait sur YouTube à ranker tous mes contenus et je me suis fait ma place au fur et à mesure par la technique, par un thème Shopify dans un premier temps qui existe toujours, par cette agence qui s'appelait aussi The Deployer à l'époque mais qui faisait principalement de l'intégration de maquettes, de la refonte, de la migration de sites et qu'on a pivoté, ça fait plus de 3 ans maintenant. Ok, très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on mettra la chaîne YouTube en description de la vidéo sur YouTube et du podcast sur Spotify pour qu'ils puissent aller la découvrir. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos, tu es très actif en contenu. Et donc là, tu me parles d'un pivot pour The Deployer. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément ce que vous faites aujourd'hui et comment tu définis ton activité? Aujourd'hui, sur The Deployer, on fait de l'optimisation méthodique de taux de conversion, rétention, panier moyen. Principalement, taux de conversion, panier moyen. Parce que c'est les deux données sur lesquelles on peut agir de manière directe sur un site. Et j'ai dit méthodique ou j'ai dit scientifique, je me souviens plus le mot que j'ai utilisé, parce qu'on intègre de la donnée dans ces choix-là et une vraie méthode qu'on met à disposition de marques e-commerce pour faire des choix éclairés sur la manière dont leur site doit bouger. J'ai parlé de pivot parce que quelques années en arrière, il s'est passé pas mal de choses. Globalement, il y a 3 facteurs qui ont fait qu'on s'est orienté sur ce domaine-là. Le premier, c'est un facteur qui nous est propre. En tant qu'agence web, à commencer à avoir 1 ou 2 premiers employés full-time, on avait besoin de stabilité et de prédictibilité dans nos revenus. Et on a cherché un modèle qui était plus basé sur la valeur qu'on apportait et de manière mensuelle, plus que sur de la mission one-shot ou de la refonte de site. Pour baser un service sur la valeur qu'on apportait, il fallait qu'on soit capable de la mesurer, ce qui était impossible à notre stade ou avec notre niveau de connaissance en changeant simplement quelque chose sur un site. Autre facteur, c'est qu'on était de moins en moins d'accord avec les choses qu'on nous demandait de développer. On n'avait aucun moyen de le justifier ou d'appuyer notre désaccord. Et peut-être qu'on avait tort, mais peut-être qu'il y avait encore une troisième manière de faire qu'on ne connaissait pas et qu'on pouvait découvrir grâce au test, par exemple. Et le dernier point, c'est que avant c'était l'Eldorado sur Facebook Ads. Globalement, c'était un produit qui était à peu près clean, décrit à fournisseur, tu t'en foutais un petit peu. La publicité était beaucoup plus accessible et beaucoup plus rentable. Donc on s'intéressait beaucoup moins à notre funnel de vente et tout était à peu près vrai. On pouvait changer, ajouter un sticky à tout carte, changer à peu près n'importe quoi sur son site. Les stats étaient en croissance et ça devenait un moyen de x2 son taux de conversion. Les règles de Facebook à ce même moment-là se sont complexifiées vachement. Tous mes potes qui faisaient du dropshipping et qui s'en foutaient un petit peu de leurs clients et qui étaient très centrés sur l'aspect marketing ont vu leur business baisser, voire disparaître.
Et les autres ont commencé à remettre en question les autres parties du funnel qui sont responsables aussi de tes performances publicitaires. Et c'est là où ce terme CRO a commencé à naître. Quand je suis arrivé et qu'on a switché sur ce domaine-là, ça existait à peine aux US, on en parlait un petit peu. Mais ce terme était inconnu pour tous les e-commerçants. Et donc, c'est d'où le contenu, en fait. D'où le contenu et d'où le fait que depuis des années maintenant, je fais de mon mieux pour éduquer sur le sujet. On va revenir sur ce terme de CRO pour bien le définir, bien le cadrer et s'assurer que toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, elles aient bien compris de quoi on va parler, aujourd'hui. Est-ce qu'avant ça, Ouais. tu peux nous, citer quelques, clients que vous avez accompagnés justement sur ces, tests, CRO? On a accompagné, je pense, en 3 ans, au moins 150 marques e-com via Deployer. On a un pool entre 15 et 25 marques actives depuis 1 an et demi à peu près, et des marques historiques qu'on accompagne depuis plus d'1 an, si ce n'est deux. La plus ancienne marque, ça doit faire 2 ans et demi, et c'est Boku, que tout le monde connaît à peu près. On accompagne encore Hydratis, My Variation, We Are Circles, qui est une marque de compléments alimentaires. On est passé sur Sister Republic sur les culottes menstruelles, Flotte, Signe sur les collants résistants, Stormrock sur le CBD. On connaît à peu près toutes les niches, et on est vraiment spécialisé sur le marché français, francophone. Ouais, on a de la chance aujourd'hui parce qu'on va avoir des conseils en CRO, d'une personne qui a accompagné 150 marques, sur ces, questions-là et qui, en plus, accompagne vraiment des marques qu'on peut mettre sur, le podium de l'e-commerce, actuellement, en France. On parle de Boku, effectivement, Boku, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans l'e-commerce savent de quoi on parle ici. Tu me parles de We Are Circles, Hydratis, Sister Republic et tous les, autres, c'est que des belles références. Déjà, bravo pour ça, Thomas. Si vous arrivez à les convaincre, c'est que vous devez faire du très bon taf derrière. Ouais, bon, on est parti de nos petits contacts qu'on avait en e-com. Une des premières marques qu'on a accompagnées, c'était Wise Trail Running, qui fait un super taf depuis des années, et qui se place comme une marque qui accompagne les trailers et les ultra trailers avec du matos de qualité monstrueuse, qui a toujours eu des valeurs de fou, made in France, sur les matériaux, et fondée par deux ultra trailers eux-mêmes. C'est une des premières marques sur lesquelles on a fait nos armes. Et après, bon, on a grappillé au fur et à mesure. Mon contenu aidait bien parce que les marques arrivaient plus ou moins directement, automatiquement à moi. Et on a affiné aussi la strat et notre manière de faire jusqu'à ne lancer que des A/B tests, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on avait d'une part pas le volume nécessaire et d'autre part pas la connaissance, où on essayait de créer en fait cette méthode en étant le plus rationnel possible sur la manière dont un site doit évoluer. Et on se rendait bien compte que quand on changeait une fiche produit intégrale, on savait pas ce qu'on devait faire par la suite si ça marchait, et pire, ce qu'on devait déconstruire si ça marchait pas, tu vois. OK, parfait. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu vas nous partager, pour toi, quelles sont les, pires erreurs à ne pas commettre en CRO. Et avant ça, est-ce que tu peux, me donner une définition bien cadrée de ce qu'est le CRO, de ce que ça veut dire, et cetera? Je dirais que le CRO, c'est l'art d'augmenter ou d'améliorer le pourcentage d'actions qui sont réalisées par un groupe d'utilisateurs. Ça peut être, tu vois, on pourrait cibler un clic sur une navigation. Ce serait une action CRO. Généralement, on parle d'un site web. Ça peut être une application mobile aussi. Mais c'est ce qui se passe après l'acquisition. L'objectif, c'est de rendre plus rentables les campagnes marketing et d'optimiser le budget investi pour acquérir des nouveaux clients, en leur faisant dépenser plus, mais aussi en allant convaincre les personnes les plus réticentes. Donc on va jouer, comme je te le disais, sur deux données principales, donc taux de conversion, panier moyen, et donc on va tout le temps en fait se baser sur la transaction finale, qui est quand même un des
arguments les plus importants pour nous. Et sans ça, on ne pourrait pas mesurer le taux de conversion ou le panier moyen. Mais on peut aussi faire de la landing et se placer un petit peu plus en haut du funnel. Et dans ce cas-là, maximiser le nombre d'arrivées qualifiées sur le site depuis la publicité ou du lead. Typiquement, un exemple, c'est les articles de blog. On a des marques qui investissent beaucoup en SEO, qui génèrent beaucoup d'utilisateurs sur les articles, qui n'achètent pas. Alors ça rentre dans le cadre de la stratégie, mais ce trafic, on peut aussi l'exploiter. C'est difficile de le convertir vers l'achat, et donc on peut se retrouver à mettre en place des strates plus profondes pour optimiser ça. Il y a d'autres exemples. On travaille avec une marque sur le taux de retour en ce moment, qui est un sujet qui est devenu en haut de la pile pour eux, et sur lequel on apporte nos briques de méthode pour améliorer ces données comme on peut en fait. Dès que c'est mesurable, on va pouvoir intégrer plus ou moins cet aspect plus méthodique pour faire bouger les choses. Avec cette marque, j'imagine que l'objectif, c'est de réduire le manque d'informations pour éviter les erreurs. Je ne sais pas si si tu parles de retour, j'imagine que c'est peut-être une marque de prêt-à-porter et que justement de mettre en avant les produits, de pouvoir de fournir un vrai guide détail, de répondre à toutes les questions en amont de la vente. C'est pas une marque de prêt-à-porter, mais ça aurait pu l'être. Et je vais te donner un exemple pour les marques de prêt-à-porter. Un truc qui est plus ou moins tout le temps facteur de taux de retour, et on l'a remarqué sur une marque récemment, c'est un utilisateur qui ajoute un même produit dans 2 tailles différentes. Ça peut être des chaussures ou ça peut être des fringues. Généralement, c'est une commande qui est vouée à un retour parce que c'est un utilisateur qui est entre 2 tailles, qui n'est pas sûr, et qui va acheter les 2 produits pour en retourner un des deux, celui qui lui convient. Si tu captes ça au panier, tu as une opportunité. Tu peux agir en fait. Tu peux agir sur cette commande, rajouter de l'information sur le guide détail, du conseil, d'autres solutions, ou empêcher simplement l'achat de ces 2 articles sur des variantes de taille différentes. Tu entraînes potentiellement une nouvelle objection ou un frein à l'achat, mais c'est des choses qui se testent et qui ont du sens sur quelque chose qui a un coût aussi avec du volume, et ça reste plus ou moins un comportement qu'on le décèle, qui est de plus en plus standard, on va dire, en ligne. Et ça, si on l'analyse pas, on s'en rend jamais compte. Ouais, ok, très clair. Donc si on revient à la définition initiale, le CRO, c'est l'art d'augmenter son taux de conversion. Ouais, tu parles de taux de conversion, mais la réalité, c'est que tu affectes tout le temps plus ou moins ton panier moyen. Donc, je dirais son revenu, son profit par utilisateur, qui groupe ces 2 données-là. L'art de rendre ses publicités plus rentables sans toucher aux publicités. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients. On a une agence ads, donc parfois, on pourrait leur dire, bah, venez pour faire plus de chiffre d'affaires, on va investir plus de budget en ads. Mais notre but, c'est de toujours être de bons conseils pour nos clients. Donc parfois, ce qu'on va leur dire, c'est plutôt, non, c'est le moment d'aller améliorer votre taux de conversion parce que ça va vous permettre d'avoir une rentabilité à beaucoup plus long terme. L'argent que vous allez mettre aujourd'hui pour aller améliorer ce taux de conversion, vous allez pouvoir en bénéficier beaucoup plus longtemps que si vous l'investissez en ads actuellement. Et donc effectivement, les 2 se marient super bien. C'est notamment pour ça qu'on fait l'échange ensemble aujourd'hui, parce qu'on a 2 métiers qui sont différents, mais qui se complètent super bien. Nous, on a besoin de vous pour pouvoir faire en sorte que nos ads, elles performent. Et vous avez aussi besoin de nous pour qu'on renvoie un trafic le plus qualifié possible pour faire de bons tests de l'autre côté. Et c'est là où ça va être important, parce que tu vois, je parle de tests, et comme on l'a plus ou moins vu, c'est pas accessible à tout le monde de faire de réels A/B tests. Il faut du volume en transactions, mais ça veut pas dire que CRO n'est pas compatible avec votre marque et l'état actuel de votre marque. Il y a des bonnes pratiques à appliquer. Il y a un contrôle ou une certaine éducation à avoir. Mais la problématique d'une marque, surtout dans ses débuts, ça reste de craquer l'acquise. Et on parlera des erreurs ou des bonnes pratiques particulièrement pour ces débuts-là. Ouais. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis là. À partir de quand vous commencez à accompagner des marques sur des tests en CRO?
1500 transactions par mois. OK. Donc il faut qu'il y ait, 1 500, ventes par mois. Donc effectivement, ça concerne pas, tout le monde. Si, on est sur des paniers moyens à une cinquantaine d'euros, c'est des marques qui font, au moins 600 700 000 € de chiffre d'affaires. Je sais pas si je suis en train de faire un mauvais calcul, mais on Non, arrive je au pense ça dépend, mais à partir de 200K, 150-200K par mois, t'as des marques qui... c'est plus ou moins la moyenne de base à 1500 transactions. Parfois moins hein, sur des plus petits paniers. Et on a quelques exemples, quelques contre-exemples. Typiquement, on accompagne une marque de panneaux solaires, c'est assez récent, qui a des paniers moyens à plusieurs milliers d'euros. Euh, qui réalise un chiffre d'affaires qui est élevé par rapport à notre moyenne de clients, mais qui enregistre du coup moins de transactions. Et pour le coup, on se base sur des événements qui reçoivent plus de données pour faire nos tests. Mais généralement, on fait tout pour se baser le plus possible sur la transaction ou toujours la calculer ou l'avoir en ligne de mire parce que ce qu'on veut optimiser, c'est le résultat final. Très bien. Oui, effectivement, vous avez besoin de transactions pour pouvoir faire vos tests dans un temps, raisonnable. Si vous en avez moins, Exactement. ça vous demande simplement, beaucoup plus de temps pour faire des tests, mais peut-être que d'un point de vue, business model, c'est moins intéressant pour vos clients dans ces cas-là. Tu as une question mathématique aussi qui est liée à l'A/B test. Il faut que ton test soit significatif. Et donc, il enregistre assez de transactions de chaque côté, qui déroule un cycle de vente plus ou moins complet. Mais paradoxalement, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps non plus. Si tu as un changement de saison entre les deux que tu lances un A/B test qui s'étale sur 3 ou 4 mois, tu peux avoir aussi des résultats qui deviennent faussés ou moins exploitables. Donc, parce que tu changes ton site entre temps, parce qu'il y a plein de trucs qui bougent. Et donc, voilà, d'un autre côté, c'est le meilleur juste milieu et point d'entrée. Évidemment, plus il y en a, plus on va pouvoir se permettre de faire des tests qui sont plus fins et plus on va aussi pouvoir les enchaîner. OK, très bien. Et les marques qui viennent vous, contacter, quelles questions elles se posent quand elles viennent vous voir? Ou en tout cas, à quels problèmes elles sont confrontées généralement quand elles viennent vous voir? Généralement, alors ça va de mieux en mieux. J'ai envie de dire que ça change. Les raisons pour lesquelles une marque me contactait 3 ans en arrière n'ont rien à voir plus ou moins avec les raisons d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus d'informations et de contenu sur le sujet. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de on voit trop de choses maintenant. Et la plupart des marques aujourd'hui connaissent le terme CRO, mais pensent que ça se limite à des avant-après sur LinkedIn. Donc il y a aussi une vérité à faire savoir sur la définition, le process et la manière de faire. Mais pour répondre à ta question directement, généralement ça vient toujours d'une première frustration concernant ses performances. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que les coûts publicitaires vont continuer d'augmenter. Et c'est inévitable. Il va falloir se creuser encore plus pour craquer plus de rentabilité et de marge, particulièrement quand la plupart des marques ont comme dépense principale l'acquisition sur Meta. Et donc, c'est une première phase de frustration de se dire je perds de la marge de manœuvre avec le temps sur mes campagnes publicitaires. Il faut que je me remette en question et que je change des choses. Mais je sais pas quoi. Euh, L'autre partie ou raison, ça peut être par la technique. Ou par des challenges de boîte. Genre, je sors une V2 de mon produit ou j'ai simplement juste un nouveau produit qui va sortir ou une nouvelle gamme de produits qui va sortir sur le site. Je lance mon site à l'étranger, mais j'ai pas envie d'affecter mes performances qui sont déjà acquises ou faire de l'ombre à mon best-seller. J'ai besoin d'une stratégie. J'ai besoin de savoir comment répondre à cette problématique de boîte et trouver la meilleure manière d'implémenter tel ou tel nouveau produit ou collection ou autre. Donc on a dit par la technique, par la frustration de son taux de conversion, par l'incompréhension de son taux de conversion aussi. Euh, Ça, on ne le sait pas hein, de base, mais et généralement, il y a des petits signaux. Hein, généralement, quand ton humeur change par rapport à ton taux de conversion ou que tu es en train d'envoyer des messages d'urgence sur Slack à toutes les agences qui bossent dans ton écosystème, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose
ajouter ou à savoir en plus sur son conversion. Et généralement, on va aller se tourner vers des experts pour, pour essayer de s'en détacher un petit peu ou de mieux comprendre ce qui se passe derrière la machine. Peut être des questions de profitabilité pure, sans parler de l'aspect publicité ou de frustration. On veut juste faire plus, on veut grossir, on veut générer plus de profit pour juste réinvestir, faire grossir l'équipe, avoir plus d'impact sur notre business. Et pour ça, on a besoin naturellement en fait, de remettre en question les différents steps de notre funnel. Généralement, ouais, c'est les frustrations principales Ouais, ouais, effectivement et l'image ou les raisons de principales. de, hem, de l'annonceur qui fait appel un peu à tout son écosystème d'agence ou à tous ses, prestataires qui l'accompagnent pour aller driver du trafic et qui voit pas justement ses performances, s aller, aussi, vite que, le trafic qui est ramené sur le site. Effectivement et à ce moment-là, ça va créer de la frustration et je trouve qu'une image de représenter qui est assez simple pour pouvoir représenter le CRO, c'est l'image du, seau percé. Finalement, quand on fait du trafic, bah, on ouvre des robinets qui vont, aller remplir, un seau. Je pense que tout e-commerçant a un seau qui est, percé et le jeu finalement, c'est, d'être celui qui va réussir à colmater un maximum de trous. Ouais. Tu t'adresses à des humains, hein, ton seuil sera toujours percé. Tu convertiras jamais 100% du trafic qui arrive sur le site. Les niveaux d'éducation entre ce trafic-là diffèrent. Et une des erreurs qu'on fait, si on peut commencer par là, c'est de penser que tout le monde a le même niveau d'information ou de connaissance sur notre produit, sur notre marque, a la même compréhension ou de l'autorité qu'on a, pense ce qu'on pense et parfois on n'arrive pas aussi bien à le retraduire sur notre site ou via nos créas et non, tout le monde réagit pas pareil. Tout le monde a des phases de découverte de notre boîte ou de notre produit qui est différente et aussi les gens réagissent différemment au langage, au message marketing que tu envoies et il faut savoir s'adapter sur une même plateforme mais encore plus via des plateformes différentes. J'en parlais avec Luc Bermond qui bosse sur Pinterest. Le comportement d'achat des utilisateurs sur Pinterest n'a rien à voir avec celui des utilisateurs sur Facebook. Et à l'intérieur de Facebook, c'est pareil. Et ça, il faut le comprendre. Ouais. Donc toi, la première erreur, c'est, d'avoir qu'un seul niveau, d'information, en tout cas qui va être renvoyé potentiellement à des personnes qui vont être toutes, différents et qui vont pas chercher, en tout cas qui vont pas avoir la même maturité dans leur réflexion d'achat. Je le retraduirais de manière encore plus large, histoire que ce soit dans l'ordre, tu vois, de la base peut-être à la plus subtile. Mais c'est de pas comprendre son audience, c'est de pas comprendre sa cible, à qui on s'adresse. Alors dans son cœur de cible pur, mais aussi via les outils qu'on utilise, c'est de pas connaître leurs objections. C'est d'utiliser pas ou peu d'informations, de penser que les gens vont s'éduquer eux-mêmes sur notre produit, de pas les solliciter pour comprendre leur évolution, de pas les appeler, de pas comprendre ce qui se passe dans leur tête, de pas mener d'enquête. Et là où peut-être que quelques années ou quelques mois en arrière, tu avais une certaine connaissance de ta cible, aujourd'hui ça a changé et les comportements d'achat ou utilisateurs évoluent et tu as besoin de comprendre cette évolution. Ouais. Ouais, effectivement et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place pour vos clients pour les aider justement à comprendre, leur audience? Est-ce que vous mettez en place, je sais pas, des questionnaires post-achat pour, mieux comprendre leur motivation? Enfin, est-ce que vous avez des actions par rapport à ça ou c'est un travail qui doit être fait, en amont? Bah déjà on éduque, hein, je pense que ça doit rentrer dans la routine du commerçant, de se rapprocher aussi de son support client et d'être proche de ses utilisateurs. Je prends un exemple typique. J'ai attaqué une cure chez un client à nous qui s'appelle, la boîte c'est Oma Enemy. Il a un protocole de repousse capillaire parce que ça commence à creuser un peu derrière. Je me fais suivre par le fondateur de la marque à travers un bot WhatsApp qui suit aussi d'autres clients en direct. Et donc le bot lui permet de gagner du temps, certes, mais je sais qu'il est derrière les messages.
je sais qu'il a vu ma commande indirectement et aussi pour voir, je l'ai pas sollicité et je l'ai pas prévenu. Et en fait, je sais qu'il est en train de suivre l'évolution, le process, le protocole. Et en fait, en étant proche comme ça de ses utilisateurs, c'est sûr et certain qui créera le meilleur protocole qui existe sur le marché si c'est pas déjà le cas. Donc, tu as une question d'amélioration de ton produit, tu as une question d'amélioration de ton funnel, tu as une question de connaissance, de compréhension des nouveaux angles de créatifs que tu vas pouvoir avoir en acquisition, d'idées d'emailing ou autre. Et donc, nous, ce qu'on met en place, on a des formulaires sur les thank you page. On avait testé les exit pop-up ou des trucs dans le genre, mais à trop ajouter des outils, on se perd, donc c'est vachement recentré. Typiquement, à l'heure actuelle, on ne fait pas d'appel de clients de nos clients, parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop time consuming. Par contre, on demande des résultats d'enquête si nos clients en ont. L'A/B test, c'est une source d'information monstrueuse, parce que ça permet aussi de voir comment le trafic réagit à un moment T à un composant, mais aussi comment il évolue si on relance un même test plus tard. Et après, c'est de la recherche. Donc, il y a une première grosse phase de recherche en audit pour créer un plan d'optimisation sur l'année. Et puis, il y a des phases de recherche qui reviennent tous les 2 ou 3 mois pour réalimenter ces idées-là et refaire des points sur le site. Et est-ce que vous analysez également la répartition du budget ads, par exemple, entre Google et les social ads, dans le sens où, par exemple, pour reprendre cet exemple de Omaimi, une personne qui vient via du Google Ads, qui a cherché solution perte de cheveux homme sur Google, naturellement, est dans un process d'achat Beaucoup beaucoup plus plus chaude. bas Ouais. que celle qui a vu une vidéo sur Meta et qui lui explique qu'elle a peut-être besoin de ce produit-là, mais c'est pas nécessairement posé la question. Elle n'a pas cette intention-là. Ouais. Alors, la réponse officielle est très simple, c'est non. C'est non, mais. Parce qu'indirectement, le client et la performance de notre collaboration, elle est basée sur un échange constant avec le client final. On doit débattre des tâches constamment, on doit débattre des prochaines priorités, on doit débattre des objectifs pour la boîte. Et c'est à la boîte de nous faire savoir la répartition du budget. En fait, on peut le capter aussi depuis les analytics auxquels on a accès. Mais beaucoup plus que la répartition du budget, c'est les créas gagnantes, c'est les types de recherche sur lesquels ils sont les mieux positionnés, c'est simplement la connaissance de son audience ou de son utilisateur qu'on ne peut pas deviner, qui sont basés sur des années d'expérience de leur part, qu'on nous met à disposition pour faire du bon taf ou avoir des bonnes idées avec les informations que nous, on a à disposition. Et donc, pour le coup, là, ça va vraiment dépendre d'une marque et de ses objectifs, mais on pourrait concentrer, et on l'a déjà fait, une batterie intégrale de tests seulement sur un trafic en search, voire même sur un terme de recherche. Ok, très clair. Top. Donc, première erreur, ne pas en faire assez pour comprendre qui sont ses clients et leur motivation. Deuxième Et leur erreur, évolution. comment? Et leur évolution. Et leur Parce que du évolution. coup, on est dans un monde où ce qui était vrai aujourd'hui peut s'avérer complètement faux et obsolète avec le temps. Ouais. Et il faut être prêt à remettre ça en question continuellement. Très bien. Qu'est-ce que tu me donnerais comme deuxième erreur que tu croises le plus souvent? On va rester de la base. De la base à des shops qui sont de plus en plus évolués. J'aime toujours et j'en parle toujours et sur n'importe quelle intervention et vous verrez j'ai que ce mot à la bouche, c'est vraiment le fait de soigner vos fondations. J'ai plusieurs erreurs qui sont liées à ce sujet-là, mais je dirais que la première c'est de conserver un funnel, surtout au début, le plus simple possible. On a tendance à voir des marques comme Boku, comme d'autres marques qui font beaucoup de bruit aujourd'hui sur le marché en France ou ailleurs. On a tendance à se dire qu'on ne vendra pas si on n'a pas le même niveau d'optimisation ou d'évolution de son tunnel de vente. Et la réalité est complètement autre et c'est même complètement faux. Premièrement, la manière dont le funnel de Boku a été optimisé est vraiment propre à Boku, à ses utilisateurs, à leur axe et
marketing et tous les choix qu'ils ont faits, à leur typologie de produits, à leur panier moyen et à plein de facteurs qui font et qui créent la marque Boku à la fin, extérieure ou propre au site en lui-même. Et s'appuyer là-dessus pour structurer son funnel en pensant que c'est la meilleure pratique possible et que c'est l'exemple même, voire même la structure par défaut qu'on doit appliquer pour lancer son site, c'est complètement faux. Et ça va amener à une autre vraie problématique, c'est que quand ça va pas marcher, ce qui peut arriver, et ce qui arrivera à un moment, ou alors ça marchera un petit peu moins, ça va être très compliqué de savoir d'où le problème vient. Parce que vous êtes passé de rien à une structure qui est très complexe et qui dispose de dizaines voire centaines d'éléments différents, d'urgence ou autres éléments marketing qui affectent ou pas votre cible. Et ce qui marche sur Boku, il y a peut-être des éléments qui ne marchent pas du tout ou qui n'ont aucun impact sur vos clients. Il y a des niches dans lesquelles l'urgence, le marketing plus agressif, les grosses promotions effraie simplement vos clients et est responsable de temps de perte de conversion ou de clients simplement qui achètent chez la concurrence parce que on se sent un peu trop pressé. Et ça, vous devez le comprendre et vous devez l'ajouter au fur et à mesure au lieu de tout faire d'un coup. Parce que si vous mettez ça en même temps que vous changez vos visuels produits, en même temps que vous calez de l'éducation de partout, un module de story ou tout et n'importe quoi, en pensant que c'est grâce à ça que vous allez vendre et en vous empêchant de lancer des publicités ou de proposer votre message parce que vous n'avez pas ces éléments sur le site, c'est au final être voué à l'échec et sinon vous aurez un coup de chance, mais vous serez quand même voué à déconstruire tout ça pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour votre marque. Ouais. Donc toi, ton conseil, c'est, entre guillemets, de faire le chemin, le plus, droit possible, partant de zéro en allant à un, de le, consolider le plus possible et ensuite d'aller le, comment dire? J'ai pas envie de dire complexifier parce que c'est pas le mot, mais d'aller, ajouter différentes briques, autour Ouais, de ce chemin-là. j'ai envie de dire, et ça va être le truc le plus difficile, mais si vous êtes dans cette situation, croyez-moi, c'est la meilleure chose à faire. Vous n'avez pas le droit de payer un développeur, de payer un thème Shopify, allez, pour autre chose que du branding pur, parce qu'il y a peut-être une cohérence graphique ou une DA ou un certain standing que vous voulez avoir, avant 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. OK. C'est quand même un gros palier ça, 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est pas tous les e-commerce qui, C'est un méga palier, mais ça te force à te concentrer à 100%, voire 95% sur ton acquisition. À craquer ta source d'acquisition principale, à itérer massivement sur ton message ou tes angles marketing, là où si tu le fais sur ton site, tu auras des réponses beaucoup plus lentement que si tu le faisais directement sur le haut du funnel. Et généralement, et c'est pour ça que je préfère être catégorique, quand tu vas faire appel à un développeur, installer une app ou quoi que ce soit, tu vas le faire pour la mauvaise raison ou pour installer des futilités ou des apps gadgets qui vont rien changer. Et donc, concentre-toi plutôt sur la meilleure manière de contourner ton thème gratuit pour le faire. Afficher une vidéo sur ta fiche produit, c'est une super bonne pratique parce qu'aujourd'hui, ça maintient l'attention et ça permet de mieux éduquer ton utilisateur. Tu n'as pas besoin d'un module de story à très court terme, tu peux simplement l'ajouter dans ton carrousel d'images. Ajouter une mention de texte pour exprimer quand est-ce que l'utilisateur sera livré. Elle n'a pas besoin d'être dynamique et de mentionner le mercredi 14 janvier. Tu peux juste dire que tu livres gratuitement au-dessus de 50 balles et que tu achemines ton produit en 3 à 5 jours ouvrés. Et ça, c'est une mention de texte à afficher sur ton site et n'importe quel thème peut te permettre de le faire. Et en fait, ça te force à rester avec des composants simples, à respecter aussi les bonnes pratiques sans surcharger ton funnel et avec une information qui est propre à ton produit qui permet et qui est essentiel en fait. Mmh. OK. C'est bien, c'est un vrai, parti pris et j'apprécie, beaucoup. Moi, j'ai quand même envie de challenger ce côté acquisition. Qu'est-ce que tu entends toi par acquisition? C'est, les ads ou c'est plutôt peut-être l'offre de l'autre côté? Parce qu'effectivement, je pense que c'est pas que les ads qui permettent d'aller, chercher 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est avant tout, une offre, particulièrement, bien pensée. Moi, le premier à l'agence, on a des clients où, quand ils nous ont, démarchés pour, bosser, avec eux, j'ai ouvert le site, je me suis dit: «Ouh, je vais quand même échanger, je vais poser des questions, savoir quels sont, leurs chiffres». Mais comme ça, à première vue, ça semble,
être un peu compliqué. Et finalement, derrière, je pose des questions, ça fonctionne super bien, je regarde les ads, ça tourne super bien. Et à chaque fois, le point commun de ces marques-là, c'est qu'elles ont un super produit, ou en tout cas, elles ont un positionnement prix-qualité sur un marché qui est presque imbattable et s'adresse à une audience qui est peut-être un peu moins demandée que des audiences qui sont demandées par les annonceurs en ligne. On arrive du coup à la troisième erreur qui est liée en fait. Vous ne pouvez pas vous contenter de ce que je viens de dire maintenant si vous ne captez pas cette troisième erreur. Cette troisième erreur, c'est de ne pas maîtriser les piliers fondamentaux qui impactent le plus la prise de décision d'achat de votre consommateur. Nous, on appelle ça la pyramide de l'impact, de haut en bas, ce qui affecte le plus quelles sont les plus grosses objections à l'achat et ce qui va fondamentalement freiner un utilisateur, même si ton discours est bon en publicité. Donc, acquisition, pour moi, c'est tout ce qui se passe avant d'arriver sur le site. C'est comment on ramène un utilisateur le plus qualifié possible sur notre boutique. Évidemment, après, le sujet, ça va être de comment on le convainc d'acheter, qui plus est maintenant. L'objection la plus forte et la barrière la plus importante à l'entrée pour n'importe quel utilisateur sera toujours le prix. Et donc, tout en haut de cette pyramide de l'impact, tu vas caler le prix. À quel prix tu vends? Étroitement lié à ce prix, il y a l'offre qui est communiquée parce que tu peux instantanément justifier une bonne affaire grâce à une quantité, grâce à un assemblage de produits, grâce à un e-book offert à partir d'un certain palier, peu importe. Et tu n'as pas besoin non plus de technique pour le faire. Genre pour revenir sur ce sujet-là, tu peux avoir une offre qui est très claire, qui est très impactante, mais qui reste très simple. Et c'est d'ailleurs, avec l'expérience, les offres généralement les plus redoutables. Tes visuels de produits, parce que c'est la première relation que ton utilisateur va avoir avec ton produit en lui-même, et c'est même ce qu'il va acheter, parce qu'il n'est pas capable de l'avoir dans les mains ou de jouer avec. Et là, c'est au sens très large. Tu peux caler des vidéos, tu peux caler de l'éducation sur tes visuels de produits, et ça dépend aussi de ce qui est requis par rapport à ta typologie de produit. Ce sera peut-être moins le cas sur une marque de prêt-à-porter, et encore. Et sur d'autres produits, tu as besoin de justifier le temps d'installation, les bienfaits ou autres. Et donc, du coup, les bienfaits de ce produit, justifiés par ses fonctionnalités généralement, on utilise... et nous, en tant que développeurs, on a tendance toujours à rentrer dans la technique et à expliquer ce qu'on fait et pourquoi tel projet, telle feature, tel langage de programmation. On va essayer de se servir de cette feature ou de ce langage de programmation pour justifier ce qu'on arrive à faire et pourquoi on devrait fondamentalement acheter notre produit. Et c'est là où le cinquième point ou le quatrième, notre proposition de valeur est super importante parce qu'elle reflète la compréhension de notre cible. Elle peut évoluer. La compréhension de notre cible et à quel point notre produit va permettre à notre audience cible d'atteindre sa situation désirée. Et je dirais en sixième point, tu peux quand même penser à challenger ton discours et avoir plusieurs formes de pages produits pour tendre plus tard vers ce qu'on appelle des landing pages. Mais déjà tester le discours, l'ordre potentiellement de tes sections et jouer avec des liens différents en publicité pour challenger un petit peu les pages d'atterrissage. Très clair, top. On peut juste revenir sur le début de cette pyramide, le prix en 1, en 2, l'offre. Est-ce que tu peux nous expliquer, pardon, la différence entre les deux? Et ce qu'est une bonne offre selon toi? Cette gourde, elle coûte 7,90 € et c'est son prix. Ok. Pour X ou Y raison, je fais pas la vaisselle tous les jours et j'ai besoin et je me fais 2 shakers par jour. Je peux facilement justifier de l'achat ou même la proposition à mon utilisateur d'acheter 2 gourdes et donc réduire instantanément le prix de ma gourde à 6 € si mon utilisateur en achète 2. Et via cette offre-là, je viens de justifier une réduction sur mon produit par la quantité de produits que je propose à mon utilisateur, ce qui est viable sur du long terme. Là où on voit beaucoup d'utilisateurs qui se disent sans ma réduction de 50%, mon utilisateur n'achètera jamais. Non, on vend au prix fort
de base et on propose notre produit à un prix de référence à 7,90 € qu'on va ridiculiser grâce à la quantité et faire tendre l'utilisateur vers l'offre suivante. C'est là où l'offre vient compléter le prix et est étroitement liée et où parfois elle permet de se servir du prix de référence pour ridiculiser les autres ou elle permet d'utiliser des tarifs bien supérieurs ou des quantités qui n'ont pas de sens pour ridiculiser les offres centrales ou la première. Très clair. Top. Et dans ces cas-là, comment tu différencies un prix et une offre quand tu échanges avec des marques qui n'ont pas nécessairement vocation à pouvoir vendre plusieurs produits à la fois, donc d'avoir un prix dégressif plus la quantité achetée. Je pense par exemple à une marque de maroquinerie qui vend des sacs à 500 €. Naturellement, une personne ne va pas en acheter deux si le deuxième est beaucoup moins cher. Elle a peut-être besoin que d'un seul. Et d'ailleurs, pour l'image de marque, ce ne serait pas nécessairement bon. Comment, Carrément. dans ces cas-là, tu expliques cette pyramide-là? Tu peux être créatif déjà. On a remarqué que typiquement sur certaines marques, parler de l'entretien dans l'éducation augmente la valeur perçue du produit. Parce qu'on sait qu'on doit, on peut pas le passer en machine à laver, on peut pas faire telle ou telle chose. Et donc on sous-entend une certaine qualité de matière première ou autre. Et donc je fais le parallèle avec une marque de maroquinerie qui pourrait très bien proposer des accessoires ou un coffret d'entretien et le formuler à travers une offre. L'offre peut être aussi liée au palier de livraison offerte ou autre cadeau que tu peux obtenir au panier. On va dire que par rapport au prix de référence, un intérêt supplémentaire pour l'utilisateur d'acheter maintenant. Et après, c'est à toi d'être créatif. Tu peux ajouter de l'éducation. Tu peux en effet et tu peux ne même pas faire d'offre sur le produit et juste faciliter l'achat. Typiquement, on a bossé avec une marque qui était assez luxueuse et anti-réduction. C'était pas de la maroquinerie, mais c'était du prêt-à-porter. Et donc, on a mis en place un module d'achat du set parce que sur tous les visuels du produit, les utilisatrices, du coup, les mannequins portaient d'autres vêtements du site. On a capté que les utilisateurs les cherchaient sur un catalogue qui était assez vaste et sans connaître le nom de ces produits-là. Donc, c'était souvent un échec. Et donc, on proposait d'acheter simplement tous les produits visibles sur les visuels de produits, en commençant par les best-sellers et en un clic. Et donc, on a un add to cart, on a la possibilité d'acheter le look complet, de décocher le chapeau ou les chaussures si on ne le veut pas, mais de prendre l'ensemble directement entre le haut et le bas. Et au final, une offre, c'est plus une proposition en fait alternative qu'on fait à l'achat d'un seul et unique produit au prix fort. Ouais, très clair. Top. Le dernier site sur lequel je suis allé et fait un achat qui avait cette méthodologie-là, c'est un site qui s'appelle asket.com. C'est du prêt-à-porter pour hommes. Ok. Ils font aussi de la femme, c'est des basiques et effectivement, tu vois un pull et il t'est proposé ensuite les chemises, le pantalon, et cetera, que le modèle porte sur la photo. Mais c'est stylé, tu vois. Buy less but better. C'est un peu la proposition de valeur de Signe sur les collants résistants, où ce qu'ils disent depuis le début, c'est vendre le moins de collants possible au plus de personnes possible. Et donc là, tu as un gage de qualité qui ressort direct. Mais tu vois, ils font quand même des sets. Tu vois, par exemple, eux, sur les boxers, ils font des packs de 3. Et ils proposent le pack de 1. Sans le mettre en avant directement sur le funnel. Pareil pour les chaussettes, tu vois, pour les accessoires. Et donc, c'est une autre leçon, c'est que tu peux avoir des offres différentes sur différentes typologies de produits que tu proposes sur ton site. Et c'est même normal. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Signe, le fait de vendre le moins de collants possible, plus de personnes possible, je ne sais pas si je le redis Ouais. correctement, ça, c'est de la proposition de valeur. Ouais, grave. Carrément, Ok. elle est forte en plus. Ouais, carrément. Carrément, moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est aussi super important.
une marque C'est, pour enfin, reprendre l'exemple. c'est un mix de mission, de proposition de Ouais, valeur. Et en fait, tu peux en tester plusieurs. Tu peux voir ce qui résonne le plus sur ton audience. Une proposition de valeur tout aussi impactante, c'est des collants qui se portent jusqu'à 30 ou 40 fois maintenant, je crois. Aucune femme n'a jamais vu ça. ouais, clairement. Et non, effectivement, et on mettra le lien de tous ces sites dont on parle dans notre échange dans la description de la vidéo et du podcast pour que vous puissiez aller checker. Et j'ai juste envie de revenir sur cet exemple de marque de maroquinerie par rapport à une offre. Pour revenir, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi sur le fait de bien mettre en avant l'offre. Mais imaginons que je vends un sac à 500 euros. Je n'ai pas nécessairement de kit de nettoyage à côté pour pouvoir augmenter mon offre. Mais est-ce que le présenter comme étant un sac, je ne sais pas, made in Italy, fait avec tel type de matière, etc., et que chez une marque un peu plus connue, c'est pas 500 euros qui coûterait, mais 1500 euros, et que là, Ouais. c'est pour une qualité équivalente. Est-ce que ça, c'est une bonne manière de mettre en avant sa proposition de valeur? De la justifier. Ouais, De la justifier. Et j'ai une super vidéo qui parle, c'est une conférence que j'ai fait récemment qui parle de ce qu'on est plus ou moins en train de dire. Mais une fois que vous maniez votre pyramide de l'impact, vous avez plus ou moins euh, trois choses sur lesquelles vous pouvez jouer sans modération. Euh, la première, c'est la preuve sociale. Donc les éléments qui viennent confirmer que notre proposition de valeur est vraie et qu'on est capable de la remplir. La deuxième, c'est les certifications ou les labels. Et donc, je rejoins ce que tu veux dire parce qu'en fait, ça vient confirmer aussi les bénéfices de notre produit et on sait pourquoi, soit par des, des sources d'autorité externes, parfois des labels qu'on peut acheter, genre Ecotex, je sais pas, les GOTS ou les types de coton qu'on peut avoir. Parfois qu'on peut obtenir, tu vois, Hydratis a été élu meilleur produit de pharma 2024-2025. C'est un argument supplémentaire à mettre en place sur le site. Parfois, c'est des choses qu'on n'est pas obligé d'obtenir ou d'être élu ou de payer. Typiquement, Hydratis est présent dans 8500 pharmacies. C'est un argument qu'on met en avant sur le site et qui a de l'impact. Est-ce que c'est le cas pour toutes les marques qui sont en pharmacie? Je ne sais pas, mais c'est le cas pour eux. Et ça vient ajouter de la confiance à l'utilisateur. C'est pas parce que ton produit il est made in Italy que ton utilisateur l'achète. C'est pas parce que ton produit est en réduction que l'utilisateur l'achète. Par contre, à partir du moment où il a compris que c'était fait pour lui et que ça allait combler son besoin actuel, pas forcément une problématique à résoudre, eh bien, c'est des arguments supplémentaires qui viennent appuyer que c'est une bonne décision à prendre. ouais, très clair. Top. Bon, c'est bien, on a fait le tour, je pense, de la pyramide de l'impact. Tu disais que tu avais une vidéo sur le sujet, c'est ça? Ouais, je te partagerai. Ouais, bah, je partage-la moi et je la mettrai également en description de la vidéo parce que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant, qui est pas si simple que ça à comprendre parce qu'il est tellement personnalisable d'une marque à une autre, même À fond. deux marques concurrentes n'auront pas exactement la même pyramide. Ah, donc c'est à vous de créer Mais la deux vôtre. AB tests menés sur deux boutiques de culottes menstruelles obtiendront des résultats différents. Ouais, et clairement. C'est déjà vécu. Donc, c'est à vous de Ça, je créer t'ai envoyé dans le chat. Très bien. Bah, je la mets de côté et je la rajouterai à la description de notre échange d'aujourd'hui. Juste pour finir, c'est une conf où j'ai essayé justement de théoriser tout ce passage-là en ne négligeant aucune marque ou typologie de produit sur son passage de 0 à 1. Et disons de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, parce que c'est là où il y a tout à faire en fait, sur l'acquisition et sur la création de notre marque, sur la diffusion de notre message, sur la compréhension de notre cible. Et ça peut aller très vite dès que c'est le cas. Top. Donc là, on a parlé de la pyramide de l'impact. Avant, on a parlé de l'acquisition. Avant, on a parlé aussi de bien comprendre son audience et ses évolutions. Qu'est-ce que tu recroises, parce que ça fait déjà 54 minutes qu'on échange ensemble. Hem, Si tu avais une dernière erreur à souligner, ce serait laquelle? Parce que j'imagine que tu pourrais m'en citer des dizaines d'autres, des erreurs, mais
une erreur vraiment impactante qui est, on va dire, une erreur grave et à ne surtout pas faire en CRO en plus de celle-ci? Faire des refontes? OK. Est-ce que tu peux, argumenter? Parce que est-ce que c'est pas aussi un peu ton métier de faire des refontes? Pas du tout. OK. Et c'est vraiment la nuance. Ça pourrait être faire des refontes, ça pourrait être ne pas bien comprendre son taux de conversion et ne pas comprendre que beaucoup, voire même qu'il est affecté en grande partie par des facteurs hors de notre contrôle, externes. Euh, et que nous, on a du contrôle sur certaines parties, mais que ça reflète pas 1,83. Genre, et que de 1,83, tu ne sauras jamais quelle action mener et ce qu'il faut faire concrètement sur ton site pour l'améliorer ou le justifier. Mais parlons des refontes. Parce qu'indirectement, ne pas faire de test est une erreur. Et tout implémenter d'un coup en est une très grosse. Parce que quand on implémente tout d'un coup, dans la plupart des cas, on se retrouve souvent à déconstruire brique par brique ces éléments qu'on a changés radicalement pour trouver d'où venait le problème, d'où venait la secousse qu'on a eue en SEO, d'où venait à la fin la baisse de performance globale. Mais toutes les refontes ne sont pas à exclure. Ce que j'exclus, c'est la refonte classique d'une boutique qui n'isole pas sa problématique principale. Ce que je veux dire, c'est que généralement, une boutique qui veut migrer de PrestaShop à Shopify, elle en profite pour retaper sa DA, elle en profite pour engager une personne qui check tout son SEO et qui intègre un audit SEO sur le sujet, et elle en profite pour faire évoluer son site et donc optimiser son funnel de vente, ses pages produits, les enrichir en informations, changer les offres ou les trucs dans le genre. Ça, généralement, c'est des chantiers qui sont voués à l'échec. Et même si vous passez entre les gouttes et que vous arrivez à maintenir plus ou moins les performances similaires en conversion, vous n'aurez rien appris de ces changements-là et vous ne saurez pas quoi faire par la suite. Compte est un bon modèle parce que tu es voué en fait à changer parfois plusieurs variables d'un coup. À la seule et unique condition qu'elle soit centrée sur un seul et même sujet et un seul et même objectif et qu'on ne croise pas ces derniers. Typiquement, je fais un audit SEO et je viens relever toute ma base technique de thème. J'isole le chantier de base technique. Je change mes balises, je passe des canonicales, je place des places des pages en index, je retire des 404 s'il y en a qui traînent et j'améliore ma structure technique. J'ai un chantier de vitesse, j'isole ce chantier de vitesse et je mets toutes les actions en place pour rétablir tout ça. Je fais évoluer mon branding, mon image de marque, mon logo, mes couleurs ou ma DA pour retrouver de la cohérence sur tous mes supports de communication, y compris mon site. J'isole ce chantier et je ne touche pas au niveau d'information sur les pages. Et ça fait partie de cette méthode. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de faire des A/B tests et donc de montrer des versions différentes à un utilisateur pour être méthodique. Vous avez juste besoin d'isoler en fait votre chantier et l'objectif que vous avez et de ne pas traiter tout en même temps parce que je sais, on est tous pressés, on a tous besoin d'aller vite. On a tous besoin de générer de la croissance rapidement et de rentabiliser le plus possible nos campagnes publicitaires, mais faire plusieurs actions d'un coup, c'est prendre le risque de passer 10 fois plus de temps à arriver à l'objectif final parce qu'on s'est emmêlé les pinceaux et on ne sait plus d'où vient la perte de performance. OK. Et écoute, c'est bien amené, bien expliqué. Et toi, généralement, dans ce cas-là, est-ce que tu as un peu un ordre de tests que tu fais pour tes clients ou c'est une question qui est beaucoup trop large et dépendante d'un client à un autre pour pouvoir y répondre? Non, en vrai, il y a quand même un ordre de test, même si dans tous les cas, chaque audit a la même structure, mais obtient évidemment des résultats qui sont différents. Parfois, on va avoir un niveau d'urgence sur certaines parties qui change, mais je dirais que dans les règles globales, c'est plus facile de faire en sorte qu'un utilisateur convaincu dépense plus, plutôt que de convaincre une audience qui était plus réticente. Donc généralement, les chantiers de panier moyen sont un peu à prioriser et affecteront peut-être le taux de conversion. Tu changes ton pricing, tu changes ton offre, tu vas vite être au courant. Et j'ai envie de dire, faire un test de pricing ou d'offre,
c'est de savoir aussi comment on se situe en termes de valeur perçue par rapport au prix qu'on annonce sur notre boutique et si on doit faire plus d'éducation et d'augmentation de cette valeur perçue-là, ou si on a encore de la marge de manœuvre sur notre prix, sur notre offre et ouais, principalement sur les pricing qu'on pratique. Et après, encore une fois, ça dépend de la source de trafic, même si en règle générale, les 3/4 des clients ont Meta comme source d'acquisition principale, font de la créa, dirigent vers un best-seller, ont une vingtaine de produits sur le site, mais qui s'est construit autour d'un seul et unique produit qui drive la majorité des ventes et au quotidien, ou aller 2% du catalogue si c'est vraiment des beaucoup plus gros catalogues. Dès qu'on dépasse généralement les 20 SKU sur le site, on a 200 voire 2000. Donc on a des problématiques qui sont différentes. On va plus toucher à la navigation, au menu, aux filtres, aux structures de collection ou autres. Quand on a un trafic qui est massif en SEO, on a aussi d'autres problématiques, mais généralement aucune boutique à ce stade n'a un trafic en 100% SEO. C'est pas possible. Et les marques qui sont privées de publicité, comme les marques de CBD, ont d'autres leviers d'acquisition, comme les affiliés ou autres, qui sont 10 fois plus massifs que des articles de blog ou leur position organique. Même si c'est pas à négliger, encore une fois, on peut faire du list dessus, tout et n'importe quoi. Donc ça dépend. Et donc je dirais dans un premier temps, on touche aux variables sur lesquelles on peut avoir le plus d'impact dans l'ordre et en partant du principe qu'un utilisateur, c'est plus facile de travailler sur un utilisateur convaincu que d'en convaincre des nouveaux. Donc on va descendre la pyramide à peu près dans l'ordre jusqu'à arriver à créer des variantes de page, à tester des angles marketing, à changer ou améliorer ou nourrir les bénéfices du produit, ajouter des labels de certification qui sont mal communiqués ou qui sont perdus au fin fond du site et voir ce qui continue d'impacter positivement le trafic au fur et à mesure. Très bien, top. Et je vais te poser une question à laquelle je pense que ça va être difficile pour toi de me donner une réponse, mais on va essayer de le faire ensemble. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi selon toi un bon taux de conversion, en tout cas un taux de conversion satisfaisant? Et peut-être qu'on peut le prendre par palier de panier moyen. Parce que, évidemment, si on a un panier moyen de 20 euros, on ne peut pas espérer avoir le même taux de conversion que s'il est de 500 euros. Est-ce que tu Ouais. arriverais à me répondre à cette question-là? En fait, le truc, c'est que c'est pas lié qu'à ton panier moyen. Et ça passe dans la compréhension de son taux de conversion et tu vas voir que c'est le premier tiers de toute la conférence que je fais et qui est dans la description. Qu'est-ce qui l'affecte, sur quoi on peut agir et qu'est-ce qu'il veut dire. Je vais te prendre Stormrock, qui est une marque de CBD consommable qui a plus de 50 euros de panier moyen et qui convertit à 8%. Et elle convertit à 8% parce qu'elle a 70% d'utilisateurs récurrents, d'acheteurs récurrents sur le site. Et que malgré SEO qui est peut-être tout de suite un trafic beaucoup plus... Et malgré un gros trafic SEO, un gros trafic affilié ou autre, le taux de clients récurrents sur ce site est juste stratosphérique et évidemment affecte le trafic. Et on a moins de touristes qui se baladent sur ce site juste par curiosité, ce qui n'est pas le cas de Boku, qui est une marque qui fait beaucoup de bruit, où il y a des gens qui saluent le discours ou qui passent sur le site juste pour déconner, qui n'achèteront jamais Boku, qui le disent haut et fort, mais qui saluent simplement les efforts qui sont faits en marketing. Et donc, on partage le lien juste pour le faire pour rentrer ou creuser encore plus le délire avec ses potes et sourire devant FAQ qui est écrit FACUL, ou les promotions qu'on fait, ou le Brown Friday. Et au final, on est une marque rigolote, sympa avec tout le monde, mais qui a une majorité de trafic qui n'est pas qualifié à l'achat et donc qui affecte de manière stratosphérique le taux de conversion, et c'est normal. Et encore une fois, ça peut être lié ou pas au panier moyen,
mais c'est une des 1000 variables qui l'affectent positivement comme négativement. Et c'est difficile de dire ce qui est bon comme mauvais. Ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe ton taux de conversion à l'heure actuelle, tu as une marge de manœuvre. Et qu'on réagit tous différemment à ce taux de conversion parce qu'on se compare constamment aux autres, qui n'ont pas les mêmes variables que nous, qui définissent notre boutique. Ils n'ont pas les mêmes sources d'acquisition, ils n'ont pas la même typologie de produits, ils n'ont pas le même panier moyen si on veut rester sur ce sujet-là. Mais ils ont 3 de conversion et nous on en a 2, et donc je ne serai jamais content tant que j'ai pas 3. C'est faux. Et je dirais même que la réalité, c'est que tu ne monteras jamais à 3. Parce qu'en fait, si tu es à 2 et que tu augmentes ton taux de conversion, tu vas augmenter ta dépense publicitaire et donc tu vas ramener du trafic qui est moins éduqué, plus broad sur ta boutique parce qu'il est plus rentable, et donc tu vas affecter ton taux de conversion ou alors le conserver stable parce qu'il performe mieux. En fait, tu es à 2 et ta boutique tourne. T'es à 2 et tu continues d'investir en publicité. Peut-être que tu n'investis pas plus parce que c'est ton plafond de verre à l'heure actuelle et donc tu as d'autres variables sur lesquelles jouer, comme ton CRM par exemple, ou évidemment ton site. Mais la réalité, c'est que tu es à ton rythme de croisière. Et que si ça marche mieux, tu vas changer ce rythme de croisière-là en modifiant de gauche à droite, évidemment, le budget investi en acquis. Très bien. Top. Merci beaucoup, Thomas, pour tous ces conseils. Franchement, énormément de valeur ajoutée aujourd'hui dans cet épisode. J'espère. Commentez valeur si vous êtes valeur, si vous voulez encore plus de valeur ajoutée pour qu'on fasse un deuxième épisode, parce que je pense qu'on aurait l'opportunité de recommencer cet échange et de repartir sur plein d'autres erreurs que tu dois croiser au quotidien. Clairement. Le CRO, c'est pas un sujet facile à aborder parce qu'il est tellement large et tellement dépendant d'une marque à l'autre. Il est aussi dépendant de la météo qui fait dehors et des actualités qui passent aux informations. Il y a plein de choses qui se connectent entre elles. C'est pas facile de les expliquer et je trouve qu'aujourd'hui, tu nous as donné plein de bons conseils qui, je pense, vont semer des graines à droite à gauche et qui, je l'espère, vont faire gagner des 0,1% de points de conversion à droite à gauche également. Ce serait déjà un énorme point pour cet échange. À fond, comme tu l'as dit, c'est pas facile et c'est difficile aussi d'obtenir des résultats instantanément. Comme dans tous les domaines, avant de lancer des bonnes publicités, il faut faire des bonnes productions, des bons scripts, de la bonne recherche sur son audience ou même sur la régie qu'on va utiliser. Quand on veut lancer des bonnes campagnes d'email, il faut faire ce même travail de recherche, de copywriting, de design ou autre, autant sur les newsletters que sur les campagnes de mail. Et chez nous, c'est pareil, il faut faire ce travail de recherche. Ça passe par du design, ça passe par du développement et de l'intégration sur le site. Un test peut s'avérer négatif, mais la méthode veut qu'à long terme, elle soit gagnante parce que un test qui est négatif, c'est un apprentissage pour la marque. C'est une adaptation du plan et des idées qu'on avait, voire même des nouvelles idées qui naissent. Et c'est inévitable. On arrivera obligatoirement à des résultats positifs et seulement le temps peut nous apporter ça, à nous d'enchaîner les tests le plus possible pour qu'on réduise ce temps à avoir des tests négatifs et qu'on s'en serve le mieux possible pour viser des impacts directs sur le profit. Ouais. De l'incrémental, du bon sens et puis un mot fort aussi que tu as dit, de la simplicité. Je pense que c'est 3 qualités, en tout cas 3 mots que tout le monde doit avoir dans un coin de sa tête quand il fait de l'e-commerce. C'est le plus dur, hein. Ouais. Être simple dans tout ce qu'on fait en fait, dans toutes les actions qu'on réalise. Et nous, on l'a vu aussi dans la manière dont on a structuré l'agence. On a passé 1 an et demi à créer un écosystème complexe dans la manière dont on manageait le truc parce qu'on a un cœur de métier qui pour nous est complexe aussi. Et on a passé 1 an et demi à déconstruire tout ça pour rendre le service le plus simple possible pour que CRO ne rime plus avec des dizaines de cœurs de métier difficiles à associer ensemble qui ne se comprennent pas et qu'on arrive à proposer un service efficace sur le sujet. Trop bien.
Top. Je vais terminer avec mes 2 dernières questions, habituelles, Thomas. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta marque e-commerce préférée? Ça peut être soit une marque, dont tu apprécies le marketing, les actions, le site ou simplement une marque que toi tu consommes et dont tu adores les produits? Bon, on en a parlé, mais je vais te dire pourquoi je kiffe cette marque. Ma marque préférée, on va dire, et c'est quand même depuis le temps, c'est Boku. Ouais, Je kiffe les fondateurs, je kiffe la marque, je kiffe l'impact qu'a cette marque sur le ouais, marché, l'écosystème global, autant chez les e-commerçants que que chez les consommateurs classiques. C'est la marque grâce à laquelle mes potes d'enfance comprennent ce que je fais OK. parce que c'est la seule qu'ils connaissent. Plus ou moins, avec le temps, ça a peut-être un petit peu changé. Mais ce que j'aime plus que tout, c'est cet aspect décalé dans le Ouais, marketing. C'est réussir à allier le fait de se taper des barres sur chaque tournage, dans chaque script, de se casser la tête pour intégrer cul, fesses ou fion dans n'importe quel sujet d'email ou autre, tout en restant très sérieux et en offrant un produit de qualité qui répond à un besoin qui est réel. Et ça m'a toujours fasciné. C'était le cas sur des marques comme Balls à l'époque, qui se fait concurrencer par Manscaped après. C'était le cas sur. J'avais vu une marque passer qui s'appelait la Mousse à Plouf, OK. qui était un petit sachet de mousse que tu mets dans tes chiottes pour pas qu'il y ait de bruit quand Ah oui. tu vas aux toilettes dans des lieux publics ou autres. Et ça, c'est des marques qui me font profondément kiffer. Ça veut pas dire que les autres me font pas kiffer, mais j'ai envie de dire, je suis plus sensible. Parce que moi, je suis un peu. Et on aura le plaisir de se rencontrer, je suis sûr. Je suis toujours un peu le rigolo de service. J'aime bien déconner et je m'identifie beaucoup sur ces typologies de marques. Là. C'est celle-ci que tu as choisie, en tout cas et je pense que c'est un super, bon choix. Effectivement, Boku, c'est, vraiment une marque, en tout cas dans nos métiers, tout le monde connaît, cette marque et on peut, vraiment, leur tirer, notre chapeau et ça me fait plaisir aussi de t'avoir avec moi, aujourd'hui en sachant que c'est toi qui les aides sur la partie, CRO. Top et ma dernière question, c'est, est-ce que tu as un invité à me conseiller pour un prochain, podcast? Est-ce que j'ai un invité à te conseiller pour un prochain podcast? Bien sûr, j'en ai pas qu'un. Tu peux citer, plusieurs noms des personnes qui sont passionnées par l'e-commerce et à qui ce serait intéressant de poser, quelques questions et qui seraient, dont les réponses seraient utiles à un maximum d'e-commerçants. Juste par curiosité, genre, faudrait que tu invites mon associé Max, parce qu'il OK, montre jamais sa tronche, OK. cet enfoiré. Il travaille dans l'ombre et c'est le boss de la structuration de n'importe quel type de business. OK. Donc, évidemment, il est devenu sur notre typologie de business d'agence, mais c'est l'esprit carré qui a réussi à aligner un petit peu tous les corps de métier chez nous via différents types d'outils. J'ai envie de dire, l'outil n'est pas forcément ce qu'on là où il est le plus fort. Là où il est le plus fort, c'est dans la logique globale pour créer une organisation, une boîte qui est structurée et que tu contrôles et qui ne te contrôle pas. C'est un vrai sujet pour toutes les personnes comme toi et moi qui ont des agences et des ressources humaines sur le sujet, voire des interactions humaines avec les clients qui sont souvent responsables de la qualité de notre service à la fin. Donc ça peut être un bon exemple. Sinon, parmi les experts, on a parlé de Luc Bermond. Je trouve que c'est un tueur sur son domaine. Il est ultra ciblé et il connaît très bien ce qu'il fait. Et peu de gens aujourd'hui parlent d'autres sources d'acquisition, on va dire que Google et Facebook. Et il faut des experts sur ces domaines-là qui s'expriment bien. Euh, et, euh, et voilà. T'en as deux, un interne et un externe. Très bien, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas. Est-ce que tu peux nous dire comment te joindre si, on a envie d'échanger, avec toi, si on a des besoins? C'est plus simple sur Vous pouvez me LinkedIn, joindre par sur email? LinkedIn, Ouais, email thomas@thedeployer.fr, the-deployer.fr.
Insta, si vous Ouais. voulez. On mettra le lien de ton LinkedIn, de ton Insta et ton adresse email en description. Et puis, j'espère que tu recevras quelques demandes à la suite de cet échange. En tout cas, merci beaucoup Thomas Ouais. pour tous ces précieux conseils. Et puis, je te dis à la prochaine. Écoute, merci à toi. On va essayer de retourner ça, hein, parce que là, c'est à moi de te bombarder de questions la prochaine fois. Et voilà, j'espère que, cher auditeur, tu as kiffé cet échange, cette conversation. Et en effet, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as la moindre question propre à ton activité. Très bien, Prochaine. super. Allez, salut Thomas, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.